Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de Demain à la Une. Commençons par les titres de cette édition. Climat pour commencer avec New York qui se transforme en l'épicentre de la lutte contre le réchauffement climatique à partir de ce week-end et ce pour une semaine. Un sommet pour les jeunes, un autre pour les chefs d'État et l'objectif de tous, obtenir des engagements climatiques concrets et prendre conscience de la gravité de la situation actuelle. Nous parlerons ensuite rugby en deuxième partie de l'émission avec la Coupe du Monde au Japon. Nos chroniqueurs nous en diront un peu plus sur les équipes en lice et le pays hôte pour un sport souvent dominé par les nations de l'hémisphère sud. Bienvenue à tous et merci d'être avec nous. New York se transforme donc à partir de ce week-end en la capitale mondiale de la lutte contre le réchauffement climatique. Une semaine dédiée au climat a commencé le 20 septembre et après le sommet pour la jeunesse organisé le 21. C'est un sommet spécial consacré au climat qui aura lieu le 23 septembre avec la participation de plusieurs chefs d'État et de gouvernement. Une grève climatique intergénérationnelle est aussi au programme de cette semaine. Pour débattre de ce sujet, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés, ici dans les studios, Gauthier Rebinski, qui est notre éditorialiste à France 24. Bonjour Gauthier. Bonjour Aziza. Merci d'être avec nous. Et dans quelques instants, nous aurons par téléphone avec nous notre correspondante à New York, Céline Bruno. Alors, je commence tout d'abord avec vous, Gauthier. Ce sont plus de 500 000 écologistes qui sont attendus donc, à New York pour cette grande mobilisation, cette semaine du climat. Le but étant d'obtenir des leaders de ce monde qui vont être présents, en tout cas, de revoir à la hausse leurs engagements climatiques. Oui, ce sont 200 000 de plus déjà qu'en 2014 dans cette même ville de New York. Alors, la note de l'ONU, qui a été bien évidemment, qui porte l'empreinte du secrétaire général Antonio Guterres, consiste à dire qu'il faut insister pour que ceux qui viennent à ce sommet et qui prendront la parole soient munis d'ambitions beaucoup plus importantes que celles qu'ils avaient exposées en 2015 lors de la COP 21 à Paris. Donc, déjà, on met la pression sur les chefs d'État. Bon, vous me direz, c'est de bonne guerre. Il est sûr que la mobilisation citoyenne a joué. Elle joue. Plus de monde, plus de jeunes. Avec maintenant la venue, comme en France, de syndicats, au motif que finalement, le réchauffement climatique est quelque chose qui a des conséquences sociales et vice-versa. C'est-à-dire qu'il y a peut-être là une prise de conscience de la part du monde des travailleurs, du monde ouvrier, de l'imminence d'un danger climatique. Donc tout ça, ça va dans le bon sens. Maintenant, on va voir comment ce sommet peut être jugé, c'est-à-dire son succès. Est-ce qu'il est uniquement sur vraiment des pas en avant que l'on peut enregistrer? Concret, c'est pas certain. Il y aura aussi plus une mobilisation. Voilà, il y aura encore des effets d'annonce, c'est clair. Mais il semble d'ores et déjà, d'ailleurs, on l'a vu ces derniers jours, on a annoncé la disparition de 4 petites îles dans l'océan Indien. Ce sont des choses avec des habitants, c'est-à-dire avec des gens qui ont été chassés, qui sont désormais des réfugiés climatiques. Ça n'est pas anodin, ça n'est pas innocent. Ce sont des choses qui seront sans doute martelées par les premiers concernés lors de ce sommet. Absolument. Et on reviendra d'ailleurs sur Antonio Guterres qui a dit cette semaine, nous sommes en train de perdre la course. Alors, on y reviendra dans quelques instants avec Céline, mais tout d'abord, Céline, cette semaine du climat commence par un sommet de la jeunesse. Alors, on en parle très souvent, c'est l'avenir justement de ces jeunes générations qui est en jeu aujourd'hui. Eh bien, aujourd'hui, ces jeunes générations n'attendent pas, ne font pas que écouter ce qui se passe. Elles prennent des décisions, elles prennent acte en tout cas, et participent. Et justement, en termes de participation, la Suédoise Greta Thunberg sera à New York. Elle ne sera pas la seule pour ce sommet de la jeunesse. Oui, effectivement, Greta Thunberg qui est devenue un peu le porte-parole de ce sommet pour la jeunesse ici à New York. Alors concrètement, eh bien, ce sont 600 jeunes du monde entier qui sont invités à venir s'exprimer dans l'enceinte même des Nations Unies. Alors ce sommet, c'est une sorte de plateforme pour que ces enfants présentent leurs solutions. Certains ont des idées d'ailleurs très intéressantes à présenter aux leaders du monde. Et puis, c'est aussi une journée pendant laquelle eh bien, les participants vont pouvoir s'entretenir avec leurs aînés, que ce soit des entrepreneurs qui sont indispensables dans la lutte contre le réchauffement climatique ou encore des chercheurs, des climatologues. Alors Greta Thunberg, elle va s'exprimer dans cette assemblée, elle va être en fait très présente pendant toute cette semaine dédiée au climat pendant l'Assemblée générale des Nations Unies, parce que je vous le disais, elle est devenue le symbole de cette génération qui demande des comptes, qui veut faire bouger les choses et que les leaders d'aujourd'hui eh bien, entament des changements dans la façon de vivre et dans la façon de consommer. Ouais. Gauthier, nombreux sont les leaders donc, qui souscrivent aujourd'hui à l'idée de cette urgence climatique. Tout le monde, plus ou moins, en est conscient, mais où en sommes-nous sur le plan des actions concrètes aujourd'hui ?
Alors, écoutez, vous avez raison de dire que petit à petit, c'est une idée qui a fait son chemin, mais quand même, l'un des plus gros pollueurs de la planète a à sa tête, c'est-à-dire les États-Unis, un homme qui n'est pas climato-sceptique, il est climato-révisionniste ou négationniste. Donc là, c'est déjà un sacré handicap. Il y a des chiffres assez simples, comme celui qui rappelle que 75 pays sur 193, 194, produisent à eux seuls 37% des gaz à effet de serre. Et que cela va en continuant. C'est sur une pente ascendante. Et que à ce moment-là, si des mesures de bon sens qui concernent bien évidemment la consommation de carburant pour les voitures, mais c'est relativement, c'est pas accessoire, mais c'est secondaire, notamment le problème central, c'est le remplacement du charbon, entre autres, eh bien si des mesures là-dessus ne sont pas prises de façon non seulement radicale, mais simplement, il ne s'agit pas de faire un grand pas d'un seul coup, mais d'y aller petit à petit. Si ça n'est pas pris, alors il sera, comme le dit le secrétaire général de l'ONU, il sera bientôt trop tard. Donc, il y a là, bien sûr, une question de volonté politique. Le deuxième point, je vais le faire brièvement, c'est, si vous voulez, quand vous considérez la chose sous le plan politique, on dit qu'il s'agit d'une volonté politique. Eh bien, avec une émergence planétaire, on va dire, non seulement européenne, mais ailleurs, de régimes populistes, qui considèrent que la question du climat est une invention d'élite décadente ou bourgeoise, tout ce que vous voudrez. Il y a là aussi un frein politique énorme. Donald Trump en est l'illustration, mais il y en a d'autres. Aujourd'hui, ce n'est pas juste ne pas penser que c'est une priorité, c'est de dire carrément qu'il n'y a pas de danger, en fait. Ça n'existe pas et nier complètement toute l'urgence. C'est du négationnisme, oui. Tout à fait. Et là, vous voyez que le politique interfère directement dans la mesure où cette idée, en plus, qu'il n'y a pas de danger et qu'en plus, ceux qui signalent le danger sont des élites pourries, hein, entre guillemets, allons-y, n'ayons pas peur du mot, eh bien, ça freine aussi les actions politiques, puisque il s'agit de décisions politiques avant tout. Céline, Antonio Guterres, justement le secrétaire général de l'ONU, comme je le disais tout à l'heure, a parlé effectivement d'une grande urgence. Il a dit « nous sommes en train de perdre la course ». Alors, un nouveau rapport de l'ONU, justement, montre que la plupart des pays riches tardent pourtant à agir. Oui, effectivement, hein, j'ai rencontré Antonio Guterres en fait cette semaine à l'ONU au cours d'une conférence de presse et le secrétaire général est plutôt sceptique, mais il espère quand même beaucoup de ce sommet climat cette semaine. Le climat, il l'a dit, il le répète, qui est la priorité absolue, priorité numéro 1 de l'ONU. Son message aux chefs d'État et de gouvernement, il est clair, hein, ne faites pas de beaux discours, je n'en veux pas, apportez-moi des idées. Alors vous parlez des pays riches qui ne font pas assez. Eh bien, Antonio Guterres veut les convaincre d'investir dans le climat. Il veut les convaincre que ça peut être intéressant. C'est ce qu'on appelle la finance verte. Un message qui s'adresse aux chefs d'État, mais aussi aux grandes entreprises, aux fonds d'investissement. La transition écologique nécessite 32 000 milliards de dollars par an. Donc il faut mobiliser cet argent et l'investir dans des projets durables. Voilà le message d'Antonio Guterres. Alors il semble qu'il y ait un début de consensus sur ce point. Reste que les États-Unis, pour le moment, sont aux abonnés absents, alors qu'ils sont parmi les plus gros pollueurs de la planète. Mais Gauthier Ribinski l'a rappelé, hein, avec un président qui ne croit pas au réchauffement climatique, eh bien pour le moment, c'est difficile d'inclure les États-Unis dans des discussions constructives. Alors, Donald Trump, justement, Gauthier, a priori, ne sera pas au sommet de New York, alors que ça se passe dans son pays. Il va encore même plus loin, puisqu'aujourd'hui, alors, il n'y croit pas, il estime, comme vous disiez tout à l'heure, il est assez négationniste sur la question, mais aujourd'hui, il fait même la guerre à ceux qui veulent prendre des décisions, qui veulent prendre des initiatives. C'est le cas, par exemple, en Californie, où il a complètement lancé les hostilités contre le gouverneur de la Californie à ce sujet, puisque là, la question concerne les obligations imposées par l'ancienne administration, celle d'Obama, à l'industrie automobile pour limiter les gaz à effet de serre. Il y avait ces obligations-là. Bien aujourd'hui, Donald Trump a envie de tout lever et en fait, il va carrément en guerre contre ceux qui font la guerre au réchauffement climatique. Oui, il y a deux choses dans cette affaire. Il y a à la fois le calcul à court terme de Trump qui favorise l'emploi et l'obsession des prix bas pour les véhicules. C'est-à-dire que dit Trump, il dit, avec vos normes californiennes qui sont beaucoup plus strictes vis-à-vis des émissions à gaz à effet de serre, eh bien, vous renchérissez le prix d'un véhicule. Bien. Donc, ça précarise les travailleurs. Le problème, c'est qu'on s'aperçoit que ça, c'est un calcul à moyen terme, dans la mesure où l'introduction de véhicules beaucoup moins polluants
à terme, permet de faire des économies d'échelle et donc de rentrer dans ses frais, si j'ose dire. Bien. Alors, le deuxième point, c'est encore une fois l'aspect idéologique. Donald Trump a signalé, a demandé que le gouvernement fédéral lève les normes, c'est-à-dire qu'il brise effectivement le combat que la Californie a entamé contre le réchauffement climatique, lève ces normes pour que des véhicules puissent être produits comme ils le sont jusqu'à présent, ou avec quelques modifications à la marge. C'est intéressant parce que vous avez malgré tout des grosses entreprises automobiles comme Volkswagen, comme Ford et d'autres, qui ont malgré tout signé avec l'État de Californie en acceptant ces normes contraignantes. Et c'est ça qui a fait fulminer Donald Trump, c'est que même Ford, vous vous rendez compte, et General Motors serait en passe de le faire aussi, il dit, mais nos bijoux de l'automobile américaine me trahissent. Mais c'est encore une fois une affaire idéologique, vous voyez, puisque sur un plan financier, c'est quelque chose qui, dans 10 ans, est à peu près identique à ce que Donald Trump propose au motif qu'il veut défendre l'emploi et la pérennité donc de ces emplois. Ça veut dire que tout simplement, il y a ce blocage. Alors, à la fois aussi, l'ego de Donald Trump qui est menacé dans l'affaire. Et puis, il est en campagne, quelque part. Alors, il est en campagne, mais bien évidemment, ce qu'il ne dit pas, c'est que dans 20 ans, cette question-là sera tellement pointue et précise et douloureuse que les calculs que lui est en train de faire sur le court terme n'auront plus aucun sens. Et c'est ça qu'il faut essayer de remettre au goût du jour, mais sans les États-Unis à ce sommet, c'est pas chose aisée. C'est très difficile, effectivement. Merci beaucoup Gauthier Rabinski pour ces explications. Merci Céline Bruno d'avoir été avec nous depuis New York. Merci à vous tous d'avoir suivi cette première partie. Surtout vous restez en place, on revient juste après le bulletin d'information pour la deuxième partie de Demain à la Une. À tout de suite. En 2011, le plus gros tsunami de l'histoire du Japon s'abat sur Kamaishi. Le bilan est lourd. 3000 maisons détruites, plus d'1 millier d'habitants morts noyés. Depuis longtemps terre d'Ovalie, la ville renaît aujourd'hui grâce au sport. Je crois qu'on a contribué à l'équilibre mental de la ville. Mais aussi grâce à une philosophie optimiste et solidaire. Toute la population de Kamaishi a été soudée, comme une équipe. Le rugby nous rassemble et nous rend plus forts. À l'aube de la Coupe du Monde de rugby, envolez-vous en terre nippone dans cet épisode de Billets Retour sur France 24 et France24.com.